Comme lors de sa campagne électorale, Muhammadu Buhari se réengage à anéantir Boko Haram. C'était au cours d'un discours à la nation. Au moins 32 personnes ont perdu la vie ce jeudi en Égypte. C'était au cours de 5 attaques simultanées contre l'armée. Plus de 20 morts et des dizaines de disparus dans de graves inondations au Chili. Une collecte de vivres pour les sinistrés est en cours. Bienvenue dans ce journal sur Sika. Un nombre indéterminé d'étudiants est retenu en otage à l'intérieur de l'université de Garissa, située dans l'est du Kenya, à environ 150 km de la frontière somalienne. C'est ce qu'a annoncé la Croix-Rouge kenyane. C'est suite à une attaque ce jeudi à l'aube par des hommes armés. Islamistes somaliens Shebab ont revendiqué l'attaque qui a fait au moins 15 morts selon une source policière. Au moins 15 personnes ont été tuées selon une source policière et un nombre indéterminé d'étudiants restaient pris en otage jeudi dans l'université de Garissa, dans le nord-est du Kenya. C'est suite à l'attaque du centre universitaire par un commando des islamistes Shebab. Selon un porte-parole des Shebab, les assaillants ont libéré les musulmans et gardé les autres en otage. Nous avons entendu des tirs et nous étions endormis. Donc il était environ 5 heures et des hommes ont commencé à courir pour s'enfuir. Mais malheureusement, ils se sont enfuis dans la direction des tirs. Ils ont alors dû se cacher dans un champ. Nous sommes allés dans le champ, nous nous sommes assis et les tirs ont continué. On a dû courir jusqu'à la clôture pour s'enfuir de l'école. Le premier bilan officiel fait état d'au moins 2 morts et 65 blessés, pour l'essentiel par balle. Mais une source policière ayant requis l'anonymat a par la suite fait état de 15 morts. Un assaillant a été arrêté alors qu'il tentait de s'enfuir, selon le ministère kényan de l'Intérieur. Les assaillants, en nombre inconnu, ont pris le campus d'assaut vers 2h30 GMT. Ils ont tiré sur 2 gardes à l'entrée, puis ouvert le feu au hasard avant de pénétrer dans la résidence universitaire qui héberge plusieurs centaines d'étudiants. Une explosion a également été signalée. Garissa se trouve à 150 km de la frontière somalienne. Les islamistes somaliens Shebab ont multiplié les attentats sur le territoire kényan depuis 2011 jusqu'à Nairobi et sur la touristique côte du pays, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. Ils ont notamment revendiqué le spectaculaire assaut en septembre 2013 contre le centre commercial Westgate de Nairobi qui avait fait 67 morts et une série de raids sanglants contre des villages de la côte kenyane en juillet 2014 dont le bilan s'élevait à au moins 96 personnes froidement exécutées. En Égypte, au moins 32 personnes, dont 15 soldats et 2 civils, ont été tués ce jeudi dans 5 attaques simultanées contre l'armée dans le nord du Sinaï, où cette dernière combat une branche locale du groupe État islamique. On note également au moins 17 militaires et 6 civils blessés. Les terroristes ont attaqué à l'arme automatique et aux lance-roquettes 5 postes de contrôle routier. Précisons que l'attaque a été orchestré par les djihadistes du groupe égyptien Ansar Beit al-Maqdess. Ce groupe a récemment fait allégeance à l'État islamique en se rebaptisant province du Sinaï. À peine élu au terme d'un scrutin salué par tout le monde entier, le nouveau président du Nigeria, le général Muhammadu Buhari, s'est engagé mercredi à débarrasser la nation de la terreur du groupe islamiste Boko Haram et s'est posé en rassembleur de son peuple. C'est à la faveur d'un discours adressé à la nation. Il l'a promis durant les campagnes et il tient parole. Avant même de prêter serment, Muhammadu Buhari lance un défi au groupe terroriste Boko Haram qui sème la terreur au Nigeria depuis 2009. Parmi les défis du nouveau président nigérien figure en ligne de mire la sécurité. Je peux vous assurer que Boko Haram va vite mesurer la force de notre volonté collective et de notre engagement à débarrasser la nation de la terreur et pour ramener la paix. Nous ferons tout pour vaincre le terrorisme.
Oublier les vieilles batailles et les contentieux du passé et avancer, telle est la devise du général président. L'autorité invite dans ce cadre son peuple à l'unité nationale. Son mandat, il le place sous le signe de la gestion loyale et participative. Nous allons servir fidèlement. Nous n'allons jamais diriger les hommes comme s'ils étaient soumis au gouvernement. Notre longue nuit a passé et le jour s'est levé sur un nouveau gouvernement démocratique partout dans le pays. Auteur de critiques acerbes de la gestion du gouvernement de Jonathan, Buhari a mentionné durant son discours que l'ancien président n'a rien à craindre de lui. Avec 53,95% des voix, ce général, qui était le candidat de la coalition de l'opposition, a remporté une élection très controversée. Selon le calendrier officiel, Muhammadu Buhari doit être investi le 29 mai prochain. Au Nigeria, toujours les résultats du scrutin du 28 mars continuent de retenir l'attention. Selon que l'on soit un pro-Buhari ou un pro-Jonathan, ce sont des scènes de liesse ou de tristesse. Le constat à travers ce reportage. Scène de liesse exceptionnelle à Daura. Cette région acquise de longue date à la cause du général Buhari vit depuis la proclamation des résultats au rythme d'euphorie générale. Les affreux spectacles de violence post-électorale d'antan ont littéralement cédé place à la réjouissance populaire. Lui et moi provenons de la même région de gouvernement local, mais je vous assure que lorsqu'il est question de gouverner le Nigeria, le général Buhari jugera l'homme de Daura de la même manière que celui d'Ebonyi. Il traitera les gens de la même façon. Le général Buhari est un homme de principe. C'est un homme dévoué et honnête. À Otuake, fief du candidat malheureux, c'est le calme plat, presque un silence de cimetière. On se remet péniblement de l'échec de l'idole Goodluck Jonathan. On s'accorde toutefois à accorder une chance au nouvel élu qu'on a hâte de voir à l'œuvre. Ce que nous attendons de lui, c'est qu'il essaye de faire en sorte de prendre des gens de tous les horizons dans son gouvernement. Il ne devrait pas faire des discriminations basées sur la région d'origine. Il faut que tout le monde soit impliqué. Les attentes des populations sont immenses. En urgence, le nouveau président devra apporter une réponse conséquente à la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram et œuvrer à relever l'économie du pays. De nombreuses adolescentes africaines utilisent les moyens de bord, vieux habits, papier de journal, mousse à matelas pour faire satisfaire leurs besoins quand le paquet de protection hygiénique coûte trop cher. Certaines ne vont plus du tout à l'école à cause de cela. Face à cette réalité non négligeable, des autorités et des ONG cherchent des solutions. Lavable et pas cher, ces serviettes hygiéniques ne sont pas jetables et elles coûtent moins de 15 € pour un paquet de 9, réutilisables jusqu'à 5 ans. Sue Barnes, une Sud-Africaine qui travaillait dans l'industrie textile, a eu cette idée pour aider les adolescentes des zones rurales ou défavorisées qui n'ont pas les moyens d'acheter des protections dans les magasins. Beaucoup sont forcées de rester chez elles pendant leurs règles. Ça m'a frappé l'idée que les filles manquent aussi souvent les cours. Je pensais à ma fille qui est dyslexique. Si elle devait manquer une semaine d'école tous les mois, elle n'arriverait pas à rattraper les autres avant d'être de nouveau absente. L'UNICEF estime qu'une élève africaine sur 10 ne va pas à l'école pendant ses règles. À Soweto, c'était le cas de Nonteboko Bengu. Elle était obligée d'utiliser du papier toilette jusqu'à ce qu'elle reçoive un pack gratuit de serviettes lavables. Ma mère avait pas d'argent pour m'acheter des serviettes hygiéniques, alors je pouvais pas aller en classe. Les jeunes filles défavorisées se retrouvent obligées d'utiliser des morceaux de tissu, des journaux ou des sacs en plastique. Sue Barnes se rend dans certaines écoles publiques pour animer des sessions d'éducation sexuelle et distribuer ses packs de serviettes quand elle reçoit assez de dons pour financer la fabrication. Le côté lisse se met contre la culotte et on a le côté doux ici.
Il suffit de clipper la protection comme ça, c'est très facile. La jeune fille peut la porter pendant 3 à 6 heures en fonction de ses règles, et quand elle a besoin d'en changer, elle la détache et elle la lave. Sur le reste du continent, plusieurs organisations caritatives ou pas ont également innové pour s'attaquer au problème. Au Rwanda, des femmes fabriquent des protections hygiéniques bon marché à base de fibres de bananier. L'idée était de fabriquer des serviettes en utilisant des matières naturelles qui pouvaient être récoltées localement. Comme ça, on a un produit qui répond aux besoins des femmes et des filles, mais on encourage aussi l'économie et on crée de l'emploi ici. Aujourd'hui, cet atelier est financé par l'ONG et les serviettes devraient être mises en vente dans 1 mois. Dans des endroits où parler des règles est souvent tabou, ces innovations constituent une avancée importante pour de nombreuses femmes et jeunes filles. Et les Chiliens collectent des denrées à envoyer vers le nord du pays où de graves inondations ont fait des dizaines de morts et disparus. Le gouvernement a dépêché dans la région d'importantes doses de vaccins contre la grippe, contre le tétanos et contre l'hépatite A. Les inondations inhabituelles qui touchent depuis plusieurs jours la région chilienne d'Atacama, où se trouve le désert le plus aride de la planète, ont fait d'importants dégâts. Le bilan des inondations et glissements de terrain dans cette partie du Chili s'est aggravé, selon le Bureau national des urgences ONEMI, à au moins 23 morts et 57 disparus et plus de 20 000 sinistrés en une semaine. Depuis, les bonnes volontés soutiennent à leur manière les victimes de cette catastrophe. Tout ce que l'on peut donner, c'est encore trop peu, parce qu'il y a des milliers de sinistrés. Et parmi eux, des enfants, des adultes, des personnes âgées et même des animaux qui souffrent. Donc c'est important que nous puissions tous collaborer et donner un peu de ce que nous avons. Je me sens très mal à cause de tous ces gens qui n'ont plus rien. Ils vivent à même le sol. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien, juste leur terre. Je me sens très mal en tant que Chilienne. Je crois qu'aujourd'hui, le Nord traverse une grande tragédie, qui est la conséquence des rigueurs du climat, et qu'il faut leur venir en aide. Ils en ont plus besoin que nous en ce moment, et c'est important de pouvoir tendre la main aux gens qui en ont besoin dans les moments les plus difficiles. Quelques 7000 soldats et policiers sont restés dans la région pour participer aux opérations de déblayage. Du côté du volcan Villarrica, situé dans le sud du Chili et qui a connu une spectaculaire éruption début mars, l'alerte orange reste en vigueur. Depuis cette date, une zone d'exclusion de 5 km a été maintenue autour du volcan. Terminé pour cette édition du journal sur SICA. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.